Aujourd'hui, le 7 mars 2022, la grande cause du quinquennat, autrement dit l'égalité entre les femmes et les hommes, est depuis bien longtemps enterrée. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont toujours au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Malgré tout ce qui les accable et leurs fréquents dérapages toujours plus odieux, notre gouvernement a montré que la dignité et le respect des femmes et des personnes LGBTI sont moins importants à ses yeux que le maintien au pouvoir des hommes violents. Une accusation de viol n'empêche pas de devenir ministre et la justice continuera de protéger les violeurs et les harceleurs. Aux yeux du gouvernement en place, l'homophobie n'est pas non plus un problème. S'être opposé au mariage pour tous et contester l'égalité des droits des personnes LGBTI n'empêche pas non plus de devenir ministre. C'est une violente banalisation des oppressions sexistes et LGBTI-phobes. De même, pour les anciens ministres, comme Nicolas Hulot, dont les victimes ont courageusement témoigné il y a quelques mois, là encore, on dira qu'il n'y a pas mort d'homme. Que faut-il de plus pour comprendre que les agresseurs se rendent coupables de violences sexistes et sexuelles dans tous les milieux, que les agresseurs sont de tous les bords politiques et que les hommes se défendent entre eux sur tous les plateaux télé. En juillet 2020, après 9 ans d'attente, l'Assemblée nationale vote l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires dans des conditions profondément lesbophobes. Alors que l'anonymat des donneurs faisait sens quand la PMA était réservée aux hétéros, maintenant qu'elle est accessible aux couples de lesbiennes, la nouvelle loi donne un rôle artificiel aux donneurs apparentés à un père biologique afin de préserver la fiction hétérosexuelle de la filiation. Enfin, alors que l'ouverture de la PMA pour toutes est de l'ordre de la simple liberté de disposer de son corps, elle n'est toujours pas ouverte aux hommes trans et aux personnes non-binaires. La PMA doit être ouverte à toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, quelle que soit leur situation familiale, et ce, dans le respect et la reconnaissance de leurs identités, ce qui constitue un droit humain fondamental. Ce gouvernement a tout fait pour instrumentaliser les luttes féministes et pour se donner une image progressiste. Pourtant, personne n'est dupe. Le Grenelle contre les violences conjugales n'a été qu'un écran de fumée. Aucun budget substantiel n'a été débloqué pour lutter contre les violences. Les places d'hébergement d'urgence promises n'ont pas été ouvertes et l'accompagnement des victimes repose encore quasi exclusivement sur des structures associatives et des militantes féministes qui effectuent un travail bénévole. Alors que l'État démantèle les services publics, à l'exception notable de la police dont le budget ne fait qu'augmenter, et fait des milliards de cadeaux aux grandes entreprises, où se trouve l'argent pour les femmes, les LGBTI, les enfants victimes de violences intrafamiliales? Les femmes, et en particulier les femmes handicapées, sont maintenues dans des situations de dépendance économique. Il faut déconjugaliser l'ensemble des aides et des prestations sociales, en commençant par l'allocation adulte handicapé. Il faut augmenter l'ensemble des revenus, le SMIC, les retraites, les bourses étudiantes, les minima sociaux. Ce sont là les conditions matérielles de la dignité des femmes, de leur émancipation, afin de leur permettre de faire des choix garantissant leur sécurité physique et morale et ne les plaçant pas sous la dépendance d'un compagnon. Mais le gouvernement n'envisage la gestion des violences que sous l'angle de la répression. Plutôt que d'apporter une aide concrète aux victimes, l'unique réponse apportée est d'altériser les hommes responsables, notamment par le biais de la race et de la classe, faisant des violeurs des monstres marginaux, alors que le viol est une affaire systémique qui concerne tous les hommes, sans distinction de classe ni de race. La seule réponse apportée est une file d'attente séparée dans les commissariats, afin que les flics puissent identifier correctement les femmes qui voudraient porter plainte, comme des, entre guillemets, grosses putes, comme a confirmé récemment par un enregistrement. Tout ceci étant nié par le ministre de l'Intérieur, qui affirmait encore en début janvier qu'aucune femme aujourd'hui n'a peur en allant porter plainte au commissariat et que les plaintes en cas d'agression sont systématiques. La récente affaire de féminicide par un flic
ainsi que son traitement médiatique, montrent le danger que constituent ces structures pour les femmes, ainsi que l'indifférence générale qui permet les violences. Nous revendiquons une gestion communautaire des violences qui mette au centre du processus les besoins et volontés des victimes et non uniquement la punition de l'agresseur. La réponse, elle ne peut venir que de nous, notamment nous, les lesbiennes, qui refusons la place qui nous est attribuée dans le système patriarcal et subissons des violences pour cette raison, en plus des violences sexistes, ainsi que toutes les femmes et les personnes LGBTI. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, ni du prochain d'ailleurs, ni des structures étatiques. L'urgence, c'est de construire une réponse féministe qui parte de nos réalités immédiates. L'urgence, c'est de reconstruire un mouvement qui soit fort. Et nous avons déjà des exemples de mobilisation joyeuse et puissante de ce féminisme bien vivant. Avec la marche lesbienne en France en avril 2021, par exemple, ou les manifestations autour de la date du 25 novembre, qui rassemblent chaque année de plus en plus de monde. À l'international, les mouvements féministes sont aussi à l'offensive. En Argentine, au Chili, en Colombie, en Pologne, en Suisse, en Italie, en Inde et ailleurs. Partout, nos luttes se développent. Partout, nos voix grondent. Nous en avons assez de subir. Il est temps de reprendre le pouvoir sur nos vies. Il est temps de proposer une alternative à ce système capitaliste, raciste, patriarcal. Il est temps de transformer cette société. Ça commence ce soir avec cette marche, l'heure zéro de la grève féministe. Cette marche de nuit, c'est pour ouvrir le 8 mars de façon déterminée et combative. Ça commence ce soir, car ce soir on peut l'affirmer, nous sommes prêtes à tout gagner. La succession de diverses mesures sanitaires, toutes axées sur les contraintes portées sur la population, mais jamais sur les entreprises, ont montré que limiter les mortes n'ont jamais été la priorité. L'économie est toujours passée d'abord. Même lors du premier confinement, la reproduction n'a jamais été arrêtée. Alors que ce décompte a de nouveau atteint un maximum, il est devenu aussi insignifiant que celui des femmes assassinées par leurs conjoints, des enfants tués par leur père, des migrantes noyées dans la Méditerranée, des victimes d'accidents et de maladies du travail ou des victimes de violences policières. Ces mortes apparaissent tolérables car les profits passent avant tout, justifiant l'exploitation capitaliste, sexiste, raciste et extractiviste et écocide au mépris de notre santé et surtout de la santé des plus fragiles. La crise renforce et souligne les inégalités de race, de genre et de classe. Les femmes et minorités de genre sont en première ligne. Les travailleuses du sexe les plus précaires et les plus pauvres sont les plus exposées à la maladie. Salariés de l'hôpital et de la grande distribution, aides à domicile, travailleuses sociales, ouvrières de l'industrie agroalimentaire. Les métiers les plus méprisés sont les plus féminisés et les plus mal payés. Dans l'éducation nationale, aussi, les femmes et minorités de genre sont en première ligne. Agentes d'entretien, ADSEM, AESH, AED, enseignantes, toutes doivent faire face à des conditions de travail ubuesques. Enfin, au sein des foyers, ce sont là encore les femmes qui assurent principalement les tâches éducatives et ménagères. Confinement et déconfinement, couvre-feu, n'ont fait que renforcer cette assignation des femmes à la sphère familiale et domestique. Rien n'a changé, tout s'est exacerbé. Alors que l'obligation du port du masque en intérieur, mesure pourtant très efficace et peu contraignante, a été partiellement levée et en dépit des nouvelles contaminations toujours très élevées. Nous entrons malgré tout dans l'après-coronavirus. Nous ne laissons pas dicter en silence les mesures de l'après. C'est les mêmes qui auront pour seul objectif de sauver à tout prix le modèle capitaliste. Nous revendiquons une sortie de crise solidaire, antivalidiste et féministe. À ce titre, nous revendiquons les réalités des personnes handicapées, des personnes immunodéprimées ou étant à risque soient prises en compte.
Nous ne tolérons plus ce cynisme qui divise et classe notre société entre des supposés forts et des supposés faibles, entre des personnes qui comptent et celles qui ne comptent pas. Pour nous, un traitement féminin de cette crise serait un traitement qui, au contraire, de considérer celles et ceux à risque comme des personnes de seconde zone, penserait d'abord à permettre à ces personnes de vivre avant de réfléchir à supprimer des mesures de toute façon peu contraignantes. Sélectionnant les personnes à envoyer en réanimation selon qu'elles étaient valides, jeunes. Sélectionnant les personnes à envoyer en réanimation selon qu'elles étaient valides, jeunes, en bonne santé ou pas, est intolérable. Les personnes handicapées ségrégées dans des institutions spécialisées n'ont même pas atteint l'hôpital. Elles ont été confrontées à un refus de prise en charge, ferme les écartant d'emblée de toute assistance respiratoire, les condamnant à une mort certaine quand une prise en charge aurait pu permettre de les sauver. Nous le rappelons, n'oublions pas que les premières victimes ont été et seront toujours les personnes vulnérables, âgées, handicapées, immunodéprimées. Ce sont elles qui ont été les sacrifiées de la pandémie avant tout. Le capitalisme, c'est aussi des maisons de retraite infâmes, dont plus personne n'ignore maintenant qu'ils sont perpétrés, des traitements inhumains et appliqués, des soins rationalisés et expéditifs